Le trafic et la commercialisation d'animaux, une pratique de plus en plus fréquente dans la ville de Kinshasa. Des bovins de gros ou de mini bétail en provenance de fermes environnant la ville ou de l'intérieur du pays sont transportés dans une proximité parfois à risque pour les humains. Cette chèvre provient du Kikwit, à côté de Bandondoville. Je suis sûr de son état de santé. Elle vient d'effectuer un long voyage, donc elle est dans un état normal. Les marchés de la liberté est vraiment la source intéressable de notre approvisionnement en chèvre. Si tu veux t'approvisionner à tout moment, tu ne manqueras pas d'y trouver quelques têtes. Ces marchés est donc notre source d'approvisionnement que nous appelons la vitrine. Généralement destinés à la consommation, ces animaux sont souvent abattus et mis à la disposition des consommateurs loin des abattoirs officiels. Néanmoins, des services de contrôle étatiques, généralement composés de vétérinaires, sont réguliers sur ces abattoirs de fortune et étalages pour certifier la qualité de la viande proposée à la population. Les vétérinaires passent ici à tout moment. Comme vous pouvez vous-même remarquer, l'état de la chair de ma chèvre. Elle a une chair de très bonne qualité. Quand les vétérinaires passeront, ils procéderont au contrôle. Ce contrôle commence d'abord avec l'état de la peau de l'animal, puis il finira dans les restes du corps. Du moins, en ce qui me concerne, ma chèvre est en très bonne qualité. Il nous est déjà arrivé d'une chèvre que nous avons achetée en provenance de Kikwit. Dès sa descente du véhicule, nous l'avons achetée. Avant même l'abattage, elle a crevé. Nous avons commencé à la prêter pour la préparation. Les vétérinaires sont passés. Après les tests, ils ont trouvé que cet animal était malade. Cela a failli nous créer des ennuis avec la justice. Et ça a été très compliqué pour nous. La santé de l'homme étant étroitement liée à celle des animaux, le trafic et la commercialisation, les conditions d'abattage et de conservation des viandes des animaux nécessitent une réglementation qui garantit la sécurité des acteurs du secteur et le bien-être des consommateurs. F. Bazaïba, réagissant à une correspondance lui adressée par les représentants des organisations, des jeunes de la société civile environnementale et experts, renseigne que l'arrêté portant autorisation d'abattage d'animaux protégés, moyennant les paiements d'argent signé par les anciens ministres des Finances et de l'Environnement, fait l'objet d'une analyse sereine, approfondie et impartiale par les experts attitrés de son cabinet. Inquiets de l'extermination des animaux qui se trouvent qu'en RDC, ces jeunes invitent la ministre de l'Environnement et Développement durable à prendre des décisions qui n'excluront en aucun cas de figure dans l'intérêt de la République. Nous étions appelés à la vice-primature de l'environnement, on nous a remis la lettre qui est là. C'est une réponse de Mme F. Bazaïba qui a répondu, qui a trouvé l'intérêt dans notre réclamation, nous jeunes, nos structures environnementales militantes pour la protection de l'environnement, et pour nous c'est une satisfaction. La vice-première ministre, dans sa détermination de la conservation de l'écosystème congolais, réitère son engagement de ne céder à aucune pression humaine, mais promet plutôt de privilégier l'intérêt de la faune congolaise. On travaille sur les dossiers et on va trouver un compromis. Soit on l'abroge, et si on l'abroge, c'est pour l'intérêt de l'État, et si on ne l'abroge pas, c'est pour l'intérêt de l'État. Donc nous avons proposé, parce que nous avons trouvé qu'il y avait un peu de couac, mais ça dépend d'elle, parce que c'est elle qui a tout le leadership par rapport à ça. Tout ce que nous voudrons est qu'il y ait des conclusions qui, selon ce qu'elle a dit dans la lettre, soient avantageuses pour le bien du peuple congolais. Parce que quand le gouvernement décide, il décide pour nous. Et lorsque nous, peuple, nous pensons que telle ou telle action du gouvernement n'a pas l'espoir dans l'avenir, comme notamment cet arrêté qui est en train de permettre d'autoriser légalement l'abattage des espèces totalement protégées, alors qu'il y en a un effectif très faible, nous avons dit non. Cet arrêté signé au mois de février 2020 et publié dans le journal officiel 5 mois plus tard autorise la vente et l'abattage même des espèces en voie d'extinction protégées par la Convention de Washington sur le commerce des espèces. À titre illustratif, selon le dit arrêté,
Si on débourse 1445 $, l'on peut captiver un éléphant des forêts pour les détenir en captivité. L'opération revient à 1885 $ et pour l'abattre, la somme à débourser est de 2885 $. Je fais le beurre, je fais les caramels, je fais les fèves torréfiées. C'est au cours d'une cérémonie officielle organisée ce lundi 11 octobre 2021 à Inongo que ces produits transformés à base de cacao ont été présentés aux différentes autorités de la province de Mai-Ndombe. Grâce à l'appui de l'ONG Trias, une organisation sans but lucratif, de petits agriculteurs ont été accompagnés dans leurs activités. La présentation de ce produit aux autorités et à toute la communauté de la province a deux objectifs majeurs. Montrer que le travail de Trias s'inscrit dans les objectifs de la République et de son gouvernement. Solliciter de manière solennelle le soutien des autorités de la province et de la population du Mai-Ndombe tout entière à soutenir l'entreprise des femmes et des jeunes productrices agricoles de la province pour le travail qu'ils cessent d'abattre. Pour les promotrices de cette initiative, le cacao est un arbre divin car de lui découlent plusieurs dérivés. Je transforme ce produit, ça fait 15 ans. Je fais les suppositoires, je fais des baumes, je fais le vin, je fais le whisky. Je leur ai montré que rien n'est jeté dans la plante du cacao. C'est une plante, là on a découvert ça, on a appelé l'arbre de Dieu parce que ça donne la vie. Je serais intéressée, satisfaite, si on me dit qu'à Mai-Ndombe, on consomme déjà le cacao qui est derrière la maison. Point de vue soutenu par le président des Lupino, qui a à sa juste valeur encouragé les femmes qui ont accepté volontiers de s'engager dans la lutte contre la pauvreté dans le Mai-Ndombe. Les mamans, nous devons nous impliquer activement dans le développement de notre communauté. Nous ne pouvons pas laisser la place seulement aux papas. Donc nous aussi, nous devons faire partie prenante du développement de notre communauté et de notre province en général. À en croire le représentant du gouvernement provincial de Mai-Ndombe, l'exécutif provincial s'investira dans cette œuvre afin de pérenniser ses acquis au bénéfice de la population de cette province. Je crois que cette entreprise qui démarre ce jour ne s'arrêtera pas. Je voudrais simplement vous exhorter à soulever la terre pour assurer à votre action toute la longévité qu'elle mérite. Notre souhait le plus ardent demeure celui de voir vos produits sur le marché dans nos maisons. La société civile ainsi que l'organe délibérant ont commandé ce qui suit. Au nom du président de l'Assemblée, je leur ai confirmé notre soutien et notre apport. Donc, les jours à venir, les structures ici verront, n'est-ce pas, l'accompagnement de l'Assemblée provinciale. Et à l'exécutif provincial, c'est de prendre, d'insérer la société civile dans le budget provincial. Il faut que la société civile ait le fonds à travers le gouvernement provincial pour réaliser ses objectifs de développement. Il est à noter que cette séance est soldée par la remise de certificats de participation à la formation à base de cacao. Accompagné d'un cabinet d'avocats, Médard Diéya, président du parti écologique Soleil, a déposé une plainte contre l'entreprise minière Teke Fungurume pour pollution de l'environnement au village Kabomboa dans le but de sanctionner l'entreprise concernée. Ces derniers fustigent la pollution des eaux, de l'air et des produits agroalimentaires par cette usine. Ses membres reprochent à l'entreprise d'être à la base de l'apparition de maladies dermatologiques chez les habitants. Selon ce parti de lutte contre la pollution, cette entreprise multinationale devra réparer les préjudices causés. Je suis venu au parquet général de la province de Lualaba pour déposer la plainte Parti écologique Soleil contre l'entreprise Teke Fungurume pour avoir pollué le village de Kabomboa. Le parti s'est constitué en parti civil pour traîner cette multinationale devant la justice afin qu'elle répare. Écoutez, les échantillons prélevés ont été initiés par Teke
tant que lui-même ne peut pas être à la fois juge et partie, c'est lui le pollueur. Nous-mêmes, on ne pouvait même pas prélever. C'est pourquoi nous sommes venus vers le parquet. Rappelons que ces activistes avaient lors d'une descente effectuée dans ces villages, situés à 12 km de la commune de Fungurume, promis de saisir les instances judiciaires, nationales et internationales, si l'entreprise ne tenait pas à sa promesse de compenser les habitants et de commencer à gérer convenablement ses eaux usées. Mais Dardier et son équipe ont tout de même appelé à l'implication du chef de l'État et du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, en vue de réhabiliter la population dans leurs droits. 1 milliard d'arbres, le projet qui semble avoir de l'ampleur, mais pourtant n'est que éphémère du fait qu'aucun encadrement préalablement annoncé sur la formation des élèves n'est réaliste. Pour certains environnementalistes, il se dégage un manque criant de la planification du projet. Aucun programme détaillé n'est connu à ce jour. Ce qui nous a poussé à faire ces analyses, c'est que depuis que le projet a été lancé jusqu'à maintenant, nous avoisinons déjà 6 mois. Et donc, il est difficile aujourd'hui de savoir le nombre d'arbres déjà plantés qui suivent l'évolution de ces arbres. Parce que vous devez savoir que planter un arbre est une chose et l'arroser, suivre son évolution, l'entretien en est une autre. Lors de la 44e réunion du Conseil des ministres, il a été décidé que le projet couvrira une période de 3 ans correspondant à 1095 jours. À ce jour, il va falloir comptabiliser le nombre d'arbres déjà plantés afin d'avancer le chiffre. Se basant sur certaines études, nous nous sommes rendus compte que le projet 1 milliard d'arbres pourra nous aider à séquestrer à peu près 166 millions de tonnes de carbone. C'est énorme et c'est important. En termes de rentabilité, croyez-moi, chers Congolais et Congolaises, c'est un grand projet que nous devons soutenir parce que ça pourra nous ramener quelques sommes pour essayer de soutenir tant soit peu nos budgets. Étant donné que le projet 1 milliard d'arbres s'étend sur les 26 provinces de la RDC, ces scientifiques recommandent aux initiateurs du projet d'organiser un challenge dans l'exécution du projet dans ces provinces, à l'issue duquel un prix sera décerné aux provinces les plus performantes. Ceci permettra une bonne évaluation du projet à mi-parcours. Nous avons suggéré qu'il y ait du sérieux, qu'on mette un budget conséquent. Nous avons aussi proposé que l'on puisse mettre un budget conséquent, qu'on puisse surtout dans la planification souligner que chaque province aura autant d'arbres à planter. En dehors du milieu scolaire, ces passionnés de l'environnement sollicitent que soient créés des sites appropriés pour la plantation d'arbres dans les différentes provinces qui seront bien surveillées par une équipe à mettre en place. Vu l'ampleur du projet, l'élargissement de la main-d'œuvre pour plus d'efficacité et un budget conséquent réparti clairement en fonction d'activités à réaliser doivent impérativement être mis en place pour que le pays assiste à la réussite de ce projet. Un rapport de la Banque mondiale modélise le déplacement de populations à l'intérieur de leur propre pays selon 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique du Nord serait parmi les régions les plus touchées. Dans son dernier rapport intitulé Grand Thrill, lame de fond, la Banque mondiale avertit que le changement climatique constitue un facteur de migration de plus en plus puissant qui pourrait contraindre d'ici à 2050 jusqu'à 216 millions de personnes à migrer à l'intérieur de leur pays à la recherche de meilleures conditions de vie. En croire Jürgen Weigel, vice-président de la Banque mondiale chargé du développement durable, si les pays commencent dès maintenant à réduire le gaz à effet de serre, à combler les écarts de développement, à restaurer les écosystèmes vitaux et à aider les gens à s'adapter, les migrations climatiques internes pourraient être réduites jusqu'à environ 80%. Ce rapport complète le premier du genre, publié en 2018 et focalisé sur 3 régions du monde, dont l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. L'institution avait alors projeté 143 millions de migrants climatiques d'ici à 2050 pour cet ensemble géographique. Elle a cette fois ajouté 3 autres régions, l'Asie de l'Est et le Pacifique, l'Afrique du Nord ainsi que l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Dans un monde à 4 degrés.